Salut tout le monde, c'est Com, bienvenue sur Un regard sur le monde, un regard pour se tenir au fait de l'actualité internationale. Dans ce premier épisode qui inaugure donc la création de ma chaîne YouTube, je vous propose de revenir avec moi sur l'une des plus grandes catastrophes naturelles du 21e siècle. Le 26 décembre 2004, un séisme d'une magnitude exceptionnelle, 9,1 à 9,3 sur l'échelle de Richter, au large de Sumatra, a provoqué un tsunami dévastateur dans l'océan Indien, causant la mort de plus de 230 000 personnes dans une quinzaine de pays. Cet événement tragique a laissé une empreinte durable sur les régions touchées et a transformé la gestion des catastrophes naturelles dans le monde entier. Voici les points essentiels. Nous allons dans un premier temps revenir sur l'ampleur du tsunami et son impact. Nous explorerons le témoignage poignant de certains survivants. Nous parlerons des leçons tirées et des innovations prévues pour prévenir de nouvelles catastrophes. Enfin, nous terminerons ce premier épisode en s'intéressant aux commémorations nombreuses et l'hommage aux victimes donné pour les 20 ans de l'une des plus grandes catastrophes naturelles du 21e siècle. Vous le découvrirez à chaque épisode d'un regard sur le monde, je m'aide dans la rédaction de ces vidéos par des articles parus dans la presse récente. En l'occurrence, aujourd'hui, ce sont 6 articles qui m'ont aidé à rédiger cette vidéo. J'ai vu la vague le 26 décembre 2004, un tsunami ravageait les côtes de l'océan Indien, rédigé par Camille Lestienne pour Le Figaro. Tsunami de 2004, 20 ans après une telle catastrophe est-elle encore possible, rédigé par Virginie Garin pour RTL. Comment la science des tsunamis a progressé 20 ans après le cataclysme en Indonésie, rédigé par Pierre Barthélémy pour Le Monde. Elle a créé une école après la mort de sa famille dans le tsunami de 2004, rédigé par Valentin Sebron pour Ouest France. Comment la France se prépare à faire face au tsunami 20 ans après le séisme de Sumatra, rédigé par Boris Allier pour France Info. Et enfin, j'ai été pris au piège, les gens m'ont sauvé. Les survivants du pire tsunami de l'histoire commémorent la catastrophe 20 ans après, rédigé par Axel Nodino et Antoine Portolès pour L'Humanité. Plongez vos oreilles dans Un regard sur le monde, un œil grand ouvert, une voix affûtée et des sujets qui vous feront voir les choses mondialement. Le tsunami du 26 décembre 2004, déclenché par un séisme sous-marin de magnitude 9,1 à 9,3 sur l'échelle de Richter au large de l'île de Sumatra, reste l'une des catastrophes naturelles les plus meurtrières et dévastatrices de l'histoire moderne. Le tsunami a en effet frappé une quinzaine de pays autour de l'océan Indien, affectant à divers degrés les côtes de l'Indonésie, du Sri Lanka, de l'Inde, de la Thaïlande et même des régions éloignées comme la Somalie, située à près de 5000 km de l'épicentre. Parmi les zones les plus touchées, l'Indonésie avec 160 000 morts, principalement dans la province d'Aceh, l'archipel a subi le pire bilan humain, des villages entiers ayant été engloutis et les infrastructures, y compris les routes et les habitations, ayant été entièrement détruites. Banda Aceh, la capitale provinciale, avait été complètement dévastée, laissant des milliers de personnes sans abri. Au Sri Lanka, on estime que le tsunami a tué environ 35 000 personnes et laissé des dizaines de milliers de familles sans le toit. Les communautés côtières, souvent très pauvres, ont été parmi les plus affectées. En Thaïlande, c'est avec ses plages touristiques bondées pendant les fêtes de Noël que le pays a perdu près de 5000 vies, dont une grande proportion étaient des visiteurs étrangers venant du monde entier. En Inde, on dénombre près de 12 000 morts, principalement dans les îles Andaman et Nicobar, ainsi que dans les régions côtières de Tamil Nadu. Enfin, bien qu'éloignées, la Somalie et l'Afrique de l'Est ont également été frappées par des vagues, causant des pertes humaines et des dégâts matériels. Les vagues du tsunami, générées par l'énorme déplacement des plaques tectoniques, ont atteint des hauteurs pouvant dépasser les 35 mètres de haut, l'équivalent d'un immeuble de 10 étages, tout en se déplaçant à des vitesses de 800 km/h, ici aussi rapide qu'un avion de ligne. Cette puissance inouïe a transformé la mer en un véritable mur d'eau, détruisant tout sur son passage. Villages, ports, écosystèmes littoraux et infrastructures essentielles. Une des raisons pour lesquelles le bilan humain fut si élevé à l'époque réside dans l'absence de système d'alerte et de sensibilisation au tsunami dans la région de l'océan Indien. De nombreuses victimes n'ont alors pas reconnu les signes avant-coureurs,
comme le retrait soudain de la mer, un phénomène qui précède souvent l'arrivée des vagues. Par manque de connaissances, certaines personnes se sont même aventurées sur les plages pour ramasser les poissons laissés alors à découvert en ignorant le danger imminent. Outre les pertes humaines, les écosystèmes côtiers ont été gravement endommagés. Les mangroves, souvent considérées comme des barrières naturelles, ont été complètement arrachées et les récifs coralliens ont subi de nombreux dégâts importants. Les communautés locales ont perdu non seulement leurs proches, mais aussi leurs moyens de subsistance avec des milliers de bateaux de pêche détruits et des terres agricoles rendues infertiles par l'intrusion de l'eau salée. 20 ans après, le tsunami de 2004 a laissé des marques indélébiles chez les survivants, dont les récits révèlent à la fois l'ampleur de la tragédie et des exemples bouleversants de résilience. Pradip Kodibili, dont l'histoire nous est rapportée par Axel Nodino et Antoine Portoles pour l'Humanité, est aujourd'hui responsable de la gestion des catastrophes au Sri Lanka. Il se souvient avec douleur des événements du 26 décembre 2004 dans cet article. Ce jour-là, alerté par sa mère de l'affolement des habitants, il a entendu un bruit assourdissant avant d'être frappé à son tour par la vague géante. Pris au piège, incapable de bouger, il fut finalement sauvé par des habitants courageux. Cependant, son ami, à ses côtés, n'a pas survécu. Ce traumatisme personnel a transformé la vie de Pradip. Marqué par l'ampleur de la catastrophe où 35 000 Sri Lankais ont perdu la vie et des centaines de villages ont été rayés de la carte, il a choisi de se consacrer à la prévention et à la gestion des risques de catastrophe. Son témoignage met en lumière les leçons tirées de cette tragédie, la nécessité d'éduquer les populations locales et de mettre en place des systèmes d'alerte efficaces pour éviter de tels drames à l'avenir. Le témoignage d'Elisabeth Zana, rapporté par Valentin Sebron dans son article pour Ouest France, incarne une autre forme de résilience, celle de transformer une douleur personnelle en une force collective. Il y a 20 ans, sa fille unique, Natacha, alors âgée de 35 ans, était en Thaïlande pour observer les dauphins. Elle fut malheureusement emportée par la vague, et son corps ne fut identifié que 9 mois plus tard. Elisabeth et son mari, totalement anéantis par cette perte, ont d'abord envisagé d'abandonner tout espoir. Mais leur rencontre avec les habitants d'un village démuni en Thaïlande a donné un nouveau sens à leur vie. Elisabeth a ainsi fondé la Natasha School à Krabi, une école qui accueille aujourd'hui 178 enfants, principalement orphelins ou issus de familles très modestes. Grâce à son association, Nat Asso, elle a transformé une école délabrée, initialement menacée de fermeture, en un lieu d'éducation moderne, avec des infrastructures de qualité, des cours enrichis, dont le français, et des activités extrascolaires. Pour Elisabeth, ses enfants incarnent l'héritage de sa fille. Son action a même été saluée par des personnalités, comme le président Emmanuel Macron lors de son passage en Thaïlande en 2022. Depuis le tsunami de 2004, de nombreuses avancées significatives ont été réalisées pour réduire les risques et les impacts de catastrophes similaires. Ces efforts combinent l'innovation technologique, le renforcement des systèmes d'alerte et la sensibilisation des populations. Avant 2004, les tsunamis dans l'océan Indien étaient effectivement pratiquement impossibles à détecter rapidement, faute de technologies adaptées et de capteurs. Cela laissait aux populations peu de temps pour réagir. Aujourd'hui, grâce au réseau de capteurs sismiques et océaniques, il est possible de détecter des anomalies en 5 à 7 minutes, un progrès majeur comparé aux 15 à 20 minutes nécessaires auparavant. En France, le Centre national d'alerte au tsunami, CNALT, basé à Bruyères-le-Châtel près de Paris, joue un rôle essentiel dans la surveillance mondiale des tsunamis. Grâce à un réseau de 400 capteurs répartis sur la planète, il analyse en temps réel les activités sismiques. Ces données sont cruciales pour prévenir les populations des zones à risque, comme la Méditerranée, où des tsunamis historiques ont déjà été recensés. Par exemple, un exercice grandeur nature organisé en janvier 2024 a pu tester l'envoi d'alertes via SMS aux habitants de toutes les côtes méditerranéennes pour simuler une réponse rapide en cas de tsunami. La technologie seule ne suffit évidemment pas. L'éducation des populations est essentielle pour qu'elles sachent reconnaître les signes avant-coureurs et réagir rapidement. Ainsi, dans les zones à risque, les gouvernements organisent des simulations pour entraîner les habitants à suivre les itinéraires sécurisés en cas d'urgence. Tandis qu'en Indonésie, par exemple, les chefs de village et les aînés jouent un rôle aujourd'hui central dans la diffusion des alertes et la mobilisation des communautés. Ces personnalités respectées au sein des villages sont des relais précieux pour transmettre les consignes d'évacuation le plus rapidement possible. L'éducation inclut également des campagnes pour informer sur les phénomènes naturels. Le retrait soudain de la mer, mal interprété en 2004, est désormais présenté comme un signal clair de danger imminent dans les programmes scolaires et les initiatives locales.
Les innovations techniques permettent également mieux de comprendre et anticiper les risques sismiques. Initialement conçue pour le réseau Internet, la fibre optique est désormais utilisée comme un outil de détection des mouvements sismiques. Les scientifiques, équipés de systèmes comme le DAS, détection acoustique distribuée, analysent les signaux laser réfléchis à travers les fibres pour détecter les moindres déformations causées par d'éventuels tremblements de terre. Contrairement aux sismographes traditionnels, la fibre optique peut couvrir des zones vastes et surtout reculées, notamment les grands fonds marins. Cela permet de détecter les micro-séismes, souvent précurseurs de grands tremblements de terre. Ces avancées ne garantissent bien sûr pas l'absence de dégâts matériels, mais elles visent aujourd'hui à réduire considérablement les pertes humaines. En combinant des systèmes d'alerte rapides, une éducation renforcée et des technologies de pointe, le monde est aujourd'hui mieux préparé à faire face à de tels phénomènes. Toutefois, les experts rappellent que la vigilance doit rester constante, notamment dans les zones où les ressources et l'accès à l'information restent limités. Comme je vous le disais en début de vidéo, le 26 décembre 2024 marque donc les 20 ans de cette catastrophe naturelle d'ampleur internationale. C'est pourquoi de nombreuses cérémonies émouvantes ont été organisées dans les pays les plus durement touchés pour honorer la mémoire des victimes. Ces commémorations rappellent aujourd'hui encore l'ampleur et la tragédie tout en témoignant de la résilience des communautés affectées. En Indonésie et particulièrement à Banda Aceh, région la plus durement frappée, les commémorations ont pris une dimension poignante. Cette ville, située dans la province d'Aceh, sur l'île de Sumatra, avait été pratiquement rayée de la carte en 2004. Je vous le disais, plus de 160 000 personnes y ont perdu la vie, dont 50 000 sont aujourd'hui enterrées dans une fosse commune. Pour marquer cet anniversaire, des prières collectives ont été organisées près de cette fosse, où les familles et les survivants se sont réunis pour se souvenir de leurs proches. Ce site est devenu un lieu de mémoire, symbolise à la fois la douleur et la solidarité qui ont émergé après la catastrophe. Dans de nombreux autres pays lourdement touchés, comme la Thaïlande, le Sri Lanka, l'Inde, des prières et des rassemblements ont également eu lieu. Les communautés locales et les familles de victimes, souvent accompagnées de touristes ou de bénévoles étrangers, ont ainsi pu se recueillir pour honorer les défunts. Ces commémorations rappellent aujourd'hui encore l'importance de ne pas oublier, tout en offrant un espace de guérison collective. C'est ainsi que plusieurs lieux sont devenus des symboles permanents de la tragédie, permettant aux visiteurs de comprendre l'ampleur du tsunami. L'un des exemples les plus marquants se trouve à Banda Aceh. Un navire de pêche, emporté par les vagues, a été déposé sur le toit d'une maison. Resté intact, il est aujourd'hui conservé en l'état, comme un mémorial. Ce site attire des milliers de visiteurs chaque année, rappelant la force destructrice de la nature. En Thaïlande, sur les plages auparavant idylliques, des stèles et des plaques commémoratives ont été installées en hommage aux victimes, notamment les nombreux touristes étrangers qui ont péri. Ces lieux permettent aux survivants et aux familles de victimes de trouver un certain apaisement. Ces commémorations ne se limitent pas au deuil. Elles visent aussi à rappeler les leçons tirées de la catastrophe, notamment l'importance de la prévention et de l'éducation face aux risques naturels. Les récits des survivants que je vous racontais et que vous pourrez retrouver dans les articles annexes encouragent une réflexion collective sur la nécessité de renforcer la résilience des communautés côtières face aux futures catastrophes. En gardant vivante la mémoire des disparus, ces événements annuels offrent un double message. Honorer ceux qui ne sont plus là, tout en inspirant un futur plus sûr pour les générations à venir. Voilà qui conclut ce premier épisode d'Un regard sur le monde. Si le sujet vous a intéressé et que vous souhaitez aller plus loin, je vous propose de découvrir l'histoire d'Elisabeth Zana et de la Natasha School dans son livre Natasha School les 20 ans, après le tsunami, la vague de l'espérance. Vous pouvez aussi vous informer sur les avancées des systèmes d'alerte avec le CENALT, C-E-N-A-L-T, une pièce maîtresse de la prévention des tsunamis en France. Voilà, c'était donc le premier épisode. Je vous remercie chaleureusement de m'avoir écouté tout au long de cet épisode. Je vais essayer d'aborder un rythme de sortie quotidien. On verra si j'arrive à me tenir à un épisode par jour. En attendant, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente journée et surtout n'oubliez pas, un regard sur le monde, c'est un regard pour se tenir au fait de l'actualité internationale. À bientôt. Plongez vos oreilles dans Un regard sur le monde, un œil grand ouvert, une voix affûtée et des sujets qui vous feront voir les choses mondialement.